respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Akouma, la voix de sans-voix, puis le prince Adouma. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'Angre, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Je voudrais commencer ce direct en rendant un hommage particulièrement appuyé à un haut magistrat, ancien directeur général de l'école de la magistrature, magistrat hors de catégorie, cet excellentissime acteur politique étatique, doté d'une certaine éthique, d'une certaine probité, c'est-à-dire Moukanyi Iwangu. Moukanyi Iwangu, qui n'a été que la victime d'un système machiavélique, un système sadducéen, pharisien, caractérisé par des mercantilistes budgétivores épicuriens qui n'ont aucune éthique, aucune morale, aucune dignité et aucune solidarité, même générosité, voire même compassion à l'égard de tous les laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique. Moukanyi Iwangu, qui était le symbole d'affirmation d'une certaine lutte pour la démocratie pluraliste de notre pays. Longtemps à l'Union du peuple gabonais, l'UPG, avec Pierre Mamboundou, Moukanyi Iwangu s'est retrouvé avec Jean-Pingo Okoga, en passant par l'Union nationale, avec toutes les écueils et autres. Et aujourd'hui, Moukanyi Iwangu, malade, pendant longtemps, est mort pratiquement dans l'indifférence de tous ces acteurs politiques étatiques qui réclamaient de Moukanyi Iwangu une certaine exemplarité. Malheureusement, ces mêmes qui réclamaient à Moukanyi Iwangu une certaine exemplarité sont les premiers, justement, dépourvus de toute responsabilité, de toute éthique et d'ailleurs de toute dignité. Et c'est ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de régenter l'activité politique économique et sociale de notre pays avec les nouveaux tenanciers de pouvoir. Et c'est dommage et regrettable. Je voudrais donc rendre un hommage particulièrement appuyé à Moukanyi Iwangu pour toutes les batailles qu'il a menées, les batailles d'éthique, les batailles de moralisation de la vie publique, les batailles de recherche de la démocratie pluraliste dans notre pays. Il est de même également pour l'ancien président d'Arema, M. Moulomba, qui est mort pratiquement dans les mêmes conditions, avec l'indifférence généralisée de ceux-là que je qualifie d'une opposition maquilleuse, comparable à des gaz prostitués dévergondés aux odeurs de boniche en putréfaction. J'ai fait ce direct-là en réponse à mon très cher aîné, Wilfried Okumba Kamita Touleni d'Andjougou, le professeur dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de la considération, à cause de ses positions, à cause du sens de sa responsabilité. Wilfried Okumba Kamita Touleni d'Andjougou, qui vient d'ailleurs, une fois de plus, comme David Beakouma, de décrier le budget 2026. Et il n'est pas allé sur le doigt de la cuillère, comme moi je le disais déjà, que le gouvernement actuel de Brice Clotaire Oligui Nguema, auréolé par un vice-président du gouvernement, est un gouvernement des inaptes, un gouvernement des incapables, un gouvernement des personnalités politiques, économiques et sociales qui ne comprennent rien des enjeux de développement. Et moi, David Beakouma, je le disais par ailleurs, que j'étais là pour les démystifier. Parce que nombreux des membres de ce gouvernement-là n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Hein, certains ont des papiers contrefaits, des diplômes qu'ils ont obtenus par des achats au sein des pays industrialisés. Et d'ailleurs, certaines de leurs écoles sont certainement des écoles non reconnues d'utilité publique à l'intérieur de ces différents États. Et cela me donne également l'occasion d'attendre les résultats de Moabi. Les résultats de Moabi, où nous avons un vice-président de la République et qui a d'ailleurs des diplômes obtenus sur le numérique, donc des diplômes en distance. Et paraît-il que notre très cher aîné, ancien instituteur, serait d'ailleurs docteur en droit, certainement pas docteur en droit objectif, c'est-à-dire trois sources, la loi, la coutume et la jurisprudence.
Et notre docteur en loi, docteur en droit, certainement agrégé de que sais-je, mais paraît-il qu'il est docteur en droit, était également directeur de campagne de candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs. Donc, dont il est d'ailleurs une parfaite illustration de cette formation politique. Mais en sa qualité de vice-président de la République, il semble avoir ignoré qu'il aurait également dû observer la réserve. Parce que vice-président de la République, eh bien, ce n'est pas un partisan. Un vice-président de la République, au même titre que le chef de l'État, eh bien, ce sont des personnalités politiques qui auraient gardé une espèce de neutralité. Mais malheureusement, il a sauté à pieds joints. Et étant donné qu'il a été le directeur de campagne des candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs, et on l'a vu aller en Ndende, pratiquement intimider les auxiliaires de l'État, c'est-à-dire les chefs de quartier et autres, et qu'il a pu assommer par des espèces sonnantes et trébuchantes pour pouvoir faire battre le candidat du Parti démocratique. Et tout le monde a pu décrier la mollesse d'ailleurs de cette organisation macabre et qui a jeté le discrédit dans l'organisation du processus électoral de notre pays. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, nous avons assisté à un tripatouillage électoral qui dépassait d'ailleurs même celui qui avait été organisé par Ali Bongo Ondimba, avec près de 4 000 ou 6 000 électeurs déplacés de Libreville pour la commune de Ndende. Et une fois élu, eh bien, Ndende s'est une fois de plus vidé de son électorat, de tous ces fantômes électeurs, ces bœufs votants qui sont allés tout simplement pour déstabiliser une commune qui était déjà réputée pour son axe, pour son ancrage dans une certaine opposition responsable, une opposition avec une certaine éthique, avec une certaine morale. Et nous avons pu voir notre très cher grand frère Pierre Mambundu, dont la voix était assez retentissante au sein de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est bien dommage et regrettable que le représentant justement de cette communauté soit d'ailleurs un acteur politique étatique qui était déjà englué dans des affaires de détournement de fonds publics par bande organisée, dès lors que ce dernier avait été justement entendu par la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Ce n'est pas des faits que j'invente, tout le monde a pu s'apercevoir puisqu'il y a eu une forte communication à ce sujet. Voilà un acteur politique étatique et qui est pratiquement en phase de poursuite judiciaire, mais dont on a attribué le parti du chef d'État et en plus on l'a donné la possibilité d'être député pour pouvoir avoir l'humilité parlementaire pendant les 5 prochaines années avec une incapacité notoire pour l'État de poursuivre cet individu lors de l'opération Tolérance Zéro initiée par le chef d'État. Donc on voit bien que nous sommes en face d'une véritable parodie de justice, une supercherie électorale, un braquage électoral comme le disait d'ailleurs un de nos acteurs politiques étatiques et c'est dommage. Et tout le monde a bien suivi cette interpellation de Meï Mouissi, ancien ministre de l'économie, avec Charles Mba, ancien ministre du budget. Ce sont des faits qui ont été avérés parce que nous n'avons rien inventé. Et malheureusement, ce dernier aujourd'hui se retrouve à l'Assemblée nationale, élu par un suffrage contrefait par les populations gabonaises à travers un braquage électoral, à travers des actes de falsification. Et c'est l'histoire de notre pays qui est pratiquement dans une situation de détérioration, de putréfaction. Et je voudrais une fois de plus aller du côté de Mouabi, où notre vice-président de la République, docteur en droit, directeur de campagne de tous les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs, qui nous avait dit que l'élection s'était très bien passée sur l'ensemble du territoire, mais qui malheureusement avait oublié que l'élection s'est très mal passée dans sa propre circonscription administrative et territoriale. Voilà, comme disait un proverbe vrai, les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis, et la tuile avait, c'est une fois de plus, vautré dans le bourbier. Voilà quelqu'un qui veut nous faire croire que l'élection s'est très bien passée sur l'ensemble du territoire, alors que dans sa propre localité, qui aurait dû être un archétype, un référentiel, eh bien, l'élection s'est très mal passée dès lors qu'on a pu
réussi à la faire annuler. Et curieusement, malgré cette annulation et reprise de l'élection, eh bien, le vice-président de la République, directeur de campagne des candidats de l'UDB, n'a pas pu faire élire le candidat de l'UDB dans cette circonscription administrative et territoire. Et là, je voudrais saluer justement le collectif des populations de Mouabi et qui ont battu justement le candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs. Et aujourd'hui, les populations de Mouabi ont lancé un signal fort à l'endroit de Brice Clotaire Oligui Nguema avec son vice-président de la République, caractérisé par l'arrogance, le mépris, l'ostracisme et l'orgueil qui le caractérisent. Malheureusement, nous attendons une fois de plus la poursuite de cet épisode, puisque le candidat indépendant est en même temps également au ballottage favorable avec le candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs. Et c'est bel et bien dommage que ce soit d'ailleurs un de mes petits frères que je connais très bien, c'est-à-dire le fils de l'ancien médiateur de la République, c'est-à-dire le fils de Mindou Minzamba, un acteur politique également, qui avait fait la prison, toujours dans le cadre de la recherche de la démocratie pluraliste de notre pays. Donc nous attendons les résultats du côté de Mouabi, mais le signal a été lancé du côté de Mouabi. Malgré le fait que Mouabi est un vice-président de la République, avec un ministre d'État du transport, c'est-à-dire le colonel Ulrich Mafumbi, et qui a d'ailleurs été élu également au niveau de la Nyanga, mais avec des très faibles pourcentages électoraux, avec une faible population, c'est-à-dire moins de 600 électeurs, être élu avec moins de 600 électeurs, eh bien, c'est quand même assez désobligeant pour un homme d'une certaine trempe, parce que nous connaissons très bien la verbe d'Ulrich Mafumbi, nous connaissons son leadership et le rôle qu'il a joué dans ce processus transitionnel. Alors, être élu avec moins de 1000 voix, eh bien, c'est quand même assez préoccupant. Dès lors que même moi, David Berakouma, et qui n'a pas pu battre campagne, dépourvu de moyens, eh bien, mes résultats oscillaient, mais pratiquement dans ce nombre-là. Et c'est tout de même une alerte. Je voudrais également féliciter notre très cher aîné, également Anissé Mbumbu Miyakou, et qui est également de la localité de la Nyanga, et qui a d'ailleurs pu être élu. Et vous avez encore Angélique Ngoma. Donc la moisson de l'Union démocratique des bâtisseurs dans la Nyanga, elle est de très faibles proportions. Et nous en voulons d'ailleurs au vice-président de la République. Nous pouvons nous interroger sur sa véritable légitimité au sein de sa propre circonscription administrative et territoriale, au sein de sa propre province, où le Parti démocratique gabonais a eu tout de même plusieurs élus. J'en veux pour preuve Angélique Ngoma, qui a été également élu là-bas. Vous avez une fois de plus l'indépendant qui a également pris l'ascenseur, sans compter également Anissé Mbumbu Miyakou qui a pris. Donc le rôle majeur de vice-président de la République, eh bien, c'est limité ailleurs. C'est limité ailleurs où certainement dans ces différentes localités, eh bien, les gens ne connaissent pas très bien qui il est, mais dans sa propre localité, eh bien, les gens savent qui est Séraphin Mundunga. Et c'est pourquoi eh bien, ces derniers n'ont pas apporté le suffrage qu'il fallait, c'est-à-dire obtenir au moins près de 80 ou 90%. Et pourquoi pas les 100% comme nous l'avons fait dans le 6e arrondissement, la commune de Libreville, où les gens aujourd'hui sont en train de disputer le poste de maire de l'hôtel de ville avec des résultats très moindres. Et ceux-là qui ont gagné, et d'ailleurs, ne sont même pas proposés au poste de candidat pour l'hôtel de ville. Et je voudrais féliciter mon très cher petit frère, Daniel Koulou, qui a eu 25 conseils municipaux sur 25. La réalité, c'est que si nous étions dans un véritable système démocratique pluraliste qui respecte la volonté populaire, eh bien, c'est Daniel Koulou qui devrait être justement le maire de l'hôtel de ville. C'est cela la réalité, c'est le suffrage universel dont il faut respecter. Il a pratiquement 100% dans la gestion de nos collectivités locales décentralisées, déconcentrées ou décongestionnées. Et il a également pu donner au chef de l'État un autre suffrage de 100% aux élections législatives. Donc 2 députés sur 2, à savoir Gaillard Assomo et notre très cher aîné, également Wilfried Itiembi, qui a passé 10 années à
la mairie du 6e arrondissement à la commune de Libreville. Voilà, donc là-bas, ils sont à 100%. Mais le vice-président de la République, dans sa localité, eh bien, son quorum n'est pas atteint. Et j'espère que le chef d'État, lors du renouvellement de l'architecture gouvernementale, certainement en janvier, tirera les leçons qui s'imposent de cette collaboration, qui est une collaboration nocive, assez infructueuse. Il est de même également pour son second vice-président de la République en charge du gouvernement. Son vice-président de la République en charge du gouvernement, c'est-à-dire Alexandre Barraud-Chambrier, dont les résultats ont été également amoindris. Et d'ailleurs, lui-même, il a eu des peines et difficultés de pouvoir se faire élire dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Malgré quelques combines d'arrière-boutique, eh bien, il ne s'est pas tiré à bon compte. La preuve, c'est que dans le 4e arrondissement, au niveau des élections locales, eh bien, c'est une fois de plus Mike Abakouyan qu'il avait déjà battu à la précédente élection antérieure. Eh bien, c'est celui-là qui a eu 10 conseillers sur 20 conseillers municipaux. Et là, nous apprenons justement que Jason Ayenoué serait candidat pour l'élection sénatoriale dans le 4e arrondissement, la commune de Libreville, alors qu'il a eu à peine 6 conseillers. Voilà Jason Ayenoué qui a à peine 6 conseillers municipaux et le parti d'Alexandre Barraud-Chambrier, 4 conseillers, et l'Union démocratique des bâtisseurs ne présente aucun candidat. Je voudrais donc revenir sur le budget 2026. Un budget qui a été concocté par un banquier budgétivore, un banquier mercantiliste épicurien, un banquier monétariste. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, en plein dans un conflit d'intérêts, une banque privée appelée BGFI, cette banque d'ailleurs qui aujourd'hui est à l'origine d'une espèce de surliquidité à l'intérieur de cette banque-là, mais qui n'arrive pas à financer le progrès, à financer le développement. Et c'est encore lui également qui est ministre de l'économie, ministre du budget, de la participation et de la lutte contre la vie chère. Voilà quelqu'un qui cumule autant de prérogatives de puissance publique avec celles également des entités privées qui nous pondent un budget totalement en opposition avec la vision qui est impulsée par le chef d'État Brice Oligui Nguema. Un budget de près de 7 000 milliards. 7 000 milliards, je vous dis bien, dans un petit pays comme le Gabon, avec un niveau d'endettement aussi excessif, eh bien, ce budget va à l'encontre des prévisions qui sont initiées par le chef d'État Brice Oligui Nguema. Et je voudrais m'insurger contre cette manipulation budgétaire et qui d'ailleurs ne peut pas satisfaire les intérêts de Brice Oligui Nguema, parce que ce budget également va plomber le pouvoir d'achat des Gabonais, parce que c'est un budget qui est très mal confectionné, un budget qui, une fois de plus, encourage à l'enrichissement des nantis au détriment des plus pauvres, c'est-à-dire des citoyens gabonais. Et je voudrais donc attirer l'attention de Brice Oligui Nguema sur la nécessité de faire preuve de vigilance et de retenue prudente. Parce que Brice Oligui Nguema doit comprendre que ce n'est pas par le fait de militariser l'administration, ce n'est pas par le fait d'augmenter les dépenses justement en armement, parce que le budget du ministère de la Défense a pratiquement quadruplé ou centuplé, avec près de 300 et quelques mille milliards. 300 000 milliards, eh bien, c'est un budget quand même assez préoccupant. C'est comme si nous préparons une guerre ou bien nous préparons une attaque, je ne sais quel autre pays, mais un tel budget est assez factice, est assez incompréhensible dans un système économique où les Gabonais sont en manque de tout. En manque d'accès à l'eau potable, en manque d'accès à l'énergie, en manque d'accès à l'éducation, en manque d'accès à un minimum de commodités qui font partie justement d'un certain nombre de priorités majeures que le gouvernement aurait dû s'appesantir dessus. Et à l'intérieur de ce budget, vous avez également plusieurs taxes. La taxe sur l'électricité, et c'est en cela que je voudrais converger mon opinion vers celle de Wilfried Okumba Kamitatou, qui a fait pratiquement la même analyse des agrégats économiques que moi, David Gakou. Voilà un État, soit dit, la croissance est au rendez-vous, avec autant d'économistes, diplômés, sortis des universités d'Harvard, de Cambridge, d'Oxford, mais qui arrivent comme ça à jeter la poudre de Merlin-Pépin à Brice Oligui Nguema, en lui faisant quoi? Une espèce de supercherie budgétaire avec des frasques illusoires pour tout simplement
entraîné Brice Côté Oligui Nguema vers une autre désillusion avec le peuple souverain. Un désenchantement qui va être généralisé. Et là, ce n'est plus les populations de Plénoroti comme David Beakoma, qui dorment d'ailleurs à la belle étoile, après avoir perdu tous leurs biens, tous leurs commerces, toutes leurs unités productives, sans compter ceux de Vendo aujourd'hui, qui dorment dans les stades, d'autres dorment dans les ponts, d'autres dorment derrière l'Assemblée nationale. Et là, ils poursuivent leur opération de destruction, de déstabilisation des familles, du côté justement de Toum, du côté du Cap Estéras et autres. C'est à croire si le Gabon avait mal fait, les Gabonais avaient mal fait de voter Brice Côté Oligui Nguema à hauteur de 95%, de lui donner autant de prérogatives de puissance publique avec une chambre bicamérale monocolore et que ce soit le résultat que les Gabonais puissent obtenir de la part de leurs pseudo-bienfaiteurs. C'est dommage, c'est triste, c'est regrettable. Les Gabonais deviennent de plus en plus misérables, de plus en plus pauvres dans leur propre pays, alors que autrefois, et d'ailleurs Ali Bongo Ondimba l'avait dit, en partant du pouvoir, qui mettait au défi Brice Côté Oligui Nguema de faire mieux que lui. Et aujourd'hui, nous constatons pour le regretter que le gouvernement de Brice Côté Oligui Nguema a fait plus de sans-abri que ne l'a fait Ali Bongo Ondimba. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement de Brice Côté Oligui Nguema est en train d'asseoir sa politique justement sur l'exploitation abusive, l'exploitation malsaine de la pauvreté et la misère des populations gabonaises. Et je voudrais m'insurger, manifester ma gêne, ma désapprobation, mon mépris par rapport à un gouvernement aussi médiocre, un gouvernement qui ne comprend pas en réalité les véritables enjeux du développement de notre pays. Ce gouvernement a mis en place une taxe de 9% sur l'électricité. Vous conviendrez aisément avec moi aujourd'hui que dans les ECG étant en situation de monopole, le gouvernement aurait pu entrevoir d'autres démarches, à savoir créer ce qu'on appelle en économie les oligopoles pour lutter contre la détérioration justement de la qualité d'eau et d'électricité qui est émise par la SCG. Mais comme ces gens-là ne veulent pas mettre la SEEG en compétition parce qu'ils ont des intérêts à l'intérieur de cette société para-étatique en situation de monopole, donc eux ils préfèrent asseoir leur budget factice en spoliant une fois de plus la population gabonaise. 9% sur la taxe de l'eau et de l'électricité, eh bien, c'est un véritable danger pour les populations parce qu'elles vont avoir de plus en plus de difficultés. Vous savez très bien que dans les 9% de taxes sur l'eau et l'électricité, il y a également la redevance audiovisuelle qui avait été initiée par Brice Côté, et non pas Brice Côté, par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Yebidze. Donc vous voyez bien, lorsque vous payez votre ticket EDAN, regardez bien à l'intérieur de votre ticket EDAN, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a une redevance qui servira à la communication. Mais regardez leur médiocre communication avec des chaînes de télévision et de radio qui exaltent le totalitarisme, l'absolutisme au pouvoir, avec un kunabilisme exacerbé, sans aucune possibilité justement d'apporter les populations des vraies raisons d'espérer une vraie communication qui soit à l'image de ce que le gouvernement fait. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Jonas Moulinda qui est devenu le fer de lance d'une certaine communication sur le plan national, mais également sur le plan international. Et tous ceux qui veulent bien se former, eh bien, ils s'informent par rapport au direct de Jonas Moulinda. Et c'est dommage, c'est regrettable, alors que nous avons des chaînes de télévision telles que Gabon 24 qui doivent nous relayer des vraies informations, nous créer des débats dialectiques pour que les populations puissent être au parfum de ce qui s'est fait par rapport à la loi des finances à venir, par rapport aux conditions de vie des Gabonais et la vision qui est impulsée par le chef de l'État Brice Côté Oligui Nguema. Et là, nous sommes en plein dans un véritable engrenage, une supercherie et qui risque de jeter le pays dans des lendemains incertains. Donc, une taxe de 9% en matière d'eau d'électricité dans un pays avec un couvert végétal et qui est le nôtre, avec un couvert halieutique où vous avez des eaux partout et vous avez également la possibilité de créer des forages pour permettre aux populations d'avoir l'accès à l'eau potable gratuitement et eux, ils préfèrent augmenter justement le pourcentage en électricité. Ailleurs, dans les pays développés, même des pays moins développés que le Gabon, eh bien, aujourd'hui, on arrive à avoir l'électricité par le fait du progrès technique, le progrès scientifique, c'est-à-dire par le fait de la biomasse. Eh bien, on transforme la poubelle, je dis bien la poubelle, comme la poubelle de Mindoubé, on est capable de la transformer en énergie électrique. Malheureusement, au Gabon, eh bien, la poubelle
constitue un véritable danger. La poubelle ne sert à rien et c'est pourquoi, vous voyez, ces forces de défense et de sécurité avoir toutes les peines de pouvoir enlever les poubelles dans le grand libre-ville et pratiquement dans toutes les circonstances administratives et territoriales où vous avez les militaires qui sont pratiquement à bout de souffle dans la gestion des collectivités locales. Ils ne savent même pas quoi faire avec ces poubelles, alors que si ces militaires-là avaient été formés dans la gestion, dans la pratique justement de la gouvernance électorale, eh bien, ils auraient compris qu'on est capable également non seulement de transformer la poubelle en énergie électrique par l'effet de la biomasse, mais il est possible également de transformer la poubelle en engrais, en humus, pour accroître la productivité agricole et lutter contre les déséquilibres alimentaires et rechercher l'autosuffisance alimentaire. Voilà les membres de votre gouvernement, et qui est le gouvernement de Brice Oligui Nguema, certainement le gouvernement numéro 1. Voilà des gens qui n'arrivent pas à réfléchir analytiquement, rationnellement, mais qui continuent à augmenter de manière ostentatoire les dépenses publiques en pensant qu'ils vont arriver à relancer la croissance économique. Or, la seule relance de la croissance économique ne peut se faire que par des politiques keynésiennes qui avaient été initiées par John Maynard Keynes lors de la période de reconstruction de l'espace mondial. Ce sont des politiques qui doivent être impulsées à travers les grands travaux. Et c'est pourquoi Ali Bongo Ondimba avait créé l'Agence gabonaise des grands travaux. Donc on a vu cette politique-là dès le départ que Brice Oligui Nguema avait pris le pouvoir avec plusieurs vastes chantiers et qui étaient observables sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, eh bien, donc l'argent a disparu entre les villes et villages et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avec des éléphants blancs. Donc les mêmes perfides trompeurs depuis l'époque d'Omar, depuis l'époque d'Ali Bongo Ondimba, avec qui Brice Oligui Nguema s'est accoquiné, eh bien, continuent à poursuivre leur travail de sapage, leur travail justement de destruction de l'économie de notre pays, avec des conséquences insidieuses sur le pouvoir d'achat des ménages, sur leur niveau de vie, mais également sur l'espérance de vie des Camerounais. Voilà des gens qui conçoivent un budget à la dimension superchérique, la dimension artificielle, parce qu'ils préfèrent mettre des milliards de francs CFA au ministère de la Défense, certainement pour se protéger de nous. Nous savons quel danger, au lieu d'investir tout cet argent dans l'éducation, dans la santé, dans la formation, mais également dans l'agriculture. On aurait augmenté le budget de l'agriculture à hauteur de plusieurs milliers de francs CFA, et bien on aurait compris. Comme j'ai vu également une augmentation assez significative au niveau de la santé, et nous osons croire que cette augmentation au niveau de la santé va permettre justement au ministère de la Santé d'avoir des plateaux techniques, d'avoir de nouvelles technologies, d'avoir des instruments de formation justement de nouveaux médecins pour lutter contre un certain nombre de pathologies. Malheureusement, vous avez bien vu que Octobre Rose vient de prendre fin avec des résultats assez mitigés, avec un Octobre Rose qui s'est transformé en Octobre Noir, avec ce cri de détresse de cette jeune compatriote qui cherchait à être sauvée. Malheureusement, eh bien, Octobre Rose était un simple jeu de fable avec toutes ces femmes des quartiers IP de Faubourg de la Sablière et autres, ces femmes nantis, ces femmes bourgeoises, ces femmes plutocrates aux mœurs dépravées et qui ont transformé Octobre Rose en une véritable machination, une foire foraine pour exalter leur luxure, leur luxure, mais également leur voluptuosité, et dans un pays où les personnes manquent pratiquement de tout. Vous arrivez au centre carcérogène, justement d'Angodje, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une faible participation des médecins avec des coûts de facteurs productifs qui sont très élevés. Donc vous vous retrouvez avec un hôpital pratiquement incapable d'arriver à gérer la question justement de la cancérologie. Or, cette pathologie-là nécessite des coûts très importants et les familles des quartiers précaires, les familles des quartiers sous-intégrés n'ont pas d'autre choix que d'attendre une mort lente, une mort progressive, sans aucune possibilité de pouvoir se soigner. Et pendant ce temps, on voit bien ces épouses des nantis acheter des véhicules de 60, de 80, de 100 millions à travers leur fitness. Elles arrivent à concevoir des t-shirts, des casquettes, des banderoles à hauteur de plusieurs millions de francs CFA, et elles sont incapables d'accompagner toutes ces femmes déjà qui sont atteintes du cancer dans l'achat des médicaments. Mais elles préfèrent faire la fête
Parce que quoi? Il faut faire croire au chef d'État qu'on arrive à justement à s'occuper des femmes gabonaises qui sont en situation de difficulté. C'est de la manipulation, une manipulation honteuse, parce qu'une telle manipulation qui consiste à exploiter justement la misère, la pauvreté, la souffrance des femmes en extrême indigence, eh bien, ça ne peut être que du machiavélisme. Donc, toutes ces personnes qui parlent de Machiavel comme un personnage assez illuminé de notre système politique économique, eh bien, Machiavel est un personnage lugubre. Machiavel n'a jamais été un véritable prince qui exaltait la bonne gouvernance ou quoi que ce soit. Machiavel, dans toute sa théorie politique, il n'a fait qu'exalter les politiques de conservation du pouvoir par tous les moyens. Et être appelé Machiavel, je vous dis, ce n'est pas un nom qui puisse exalter une certaine autorité ou bien une certaine notoriété. Non, lorsqu'on vous traite de machiavélique, c'est que vous êtes un personnage obscur et non un personnage lumineux. Au moins, lorsqu'on vous appelle Socrate, lorsqu'on vous appelle Aristote, lorsqu'on vous appelle Marie Curie, lorsqu'on vous appelle Hippocrate, eh bien, voilà des personnages qui ont marqué l'histoire politique, économique et sociale de nos différents États de manière positive. Lorsqu'on vous parle de Thomas Edison, eh bien, vous pouvez vous réjouir de donner un tel nom à un de vos fils. Parce que Thomas Edison est celui-là qui a l'origine de l'invention de la lumière. Lorsqu'on vous parle également du père de la médecine, tel que Hippocrate, vous pouvez être fier. Mais lorsqu'on vous dit que vous êtes un Machiavel, eh bien, c'est un terme assez lugubre. Non pas un terme péjoratif, mais un terme lugubre. Parce que Machiavel est un personnage méchant, un personnage dangereux, un personnage qui n'avait aucune estime pour le peuple. Tout ce qui l'intéressait, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Et c'est encore pire pour le cas de Moïse. Lorsque vous appelez quelqu'un de Moïse, eh bien, Moïse n'a jamais accompli sa tâche de manière définitive. Moïse va rester au bord de Canaan pour la simple raison que Moïse était d'abord un personnage colérique, un personnage impatient, un personnage également et qui était très violent. Or, la Bible est claire que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Et comme Moïse également était un personnage orgueilleux, eh bien, il va s'arrêter au bord de Canaan, après avoir détruit les tables de l'Éternel, où il a tenté d'ailleurs de détruire, et à plusieurs reprises, le peuple qu'il était censé protéger, qu'il était censé sauver. Et ce peuple-là, certains, il les a abandonnés dans le désert, d'autres, il les a abandonnés au bord du chemin. Et c'est pourquoi certains arrivaient à dire à Moïse que tu nous as sortis de la maison de Pharaon pour venir augmenter nos charges, pour venir nous faire souffrir dans le désert, alors que chez Pharaon, on avait de la poudre, on avait des ogres, on avait des chasses mouchetées, on avait à boire, à manger, à satiété. Mais comment se fait-il que tu nous amènes dans un désert où aujourd'hui, nous avons toutes les peines et difficultés de pouvoir avoir 2 ou 3 repas? Et lorsque vous essayez de transposer cette situation avec celle des Gabonais actuels, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas loin du compte. Les populations de Pleine-Orette aujourd'hui ont un très mauvais souvenir du personnage de Moïse. Parce que ces populations avaient bel et bien des abris. Comme mon père qui avait ses 5 villas, une maison en étage et qui avait des revenus assez conséquents pour pouvoir nous loger, nous vêtir, nous nourrir, payer notre scolarité. Eh bien, aujourd'hui, il se retrouve au bord du chemin, dans sa vieillesse, et il a pratiquement tout perdu. Tout son patrimoine, tout son héritage, et au nom d'une certaine sacralisation du système étatique, où on arrive à exalter l'État, l'État totalitaire, comme si c'était l'État qui était à l'origine de tous les fondements de notre système étatique. Parce que quoi? On aimerait personnifier l'État, on aimerait individualiser l'État, alors que l'État, cette personnalité morale, le droit public souverain et territorial, est constitué de 3 éléments. Le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, les populations que nous sommes, plus l'ensemble des institutions. Mais pour eux, l'État, c'est eux avec leur titre foncier, dont ils sont les seuls détenteurs de ces titres fonciers, et la population se retrouve comme ça sur un territoire totalement désemparé. Et c'est d'ailleurs à raison que ces gens-là n'arrivent pas à nous faire des cartes nationales d'identité. Voilà, nous sommes allés à un processus électoral où les gens n'ont pas les papiers. Bissangoubi, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Voilà des Gabonais qui se disent être Gabonais, mais ils n'ont pas les papiers.
Un principe élémentaire, la carte d'identité. La nationalité repose sur l'identité, l'identification des personnes. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'identifier les Gabonais. Et là, j'apprends qu'on va lancer une vaste opération, justement, d'identification des immigrés ou des quoi sur le territoire. Mais vous allez arriver à attraper même plusieurs Gabonais, à les confondre avec les immigrés, dès lors que ces Gabonais n'ont pas les papiers. Bon, comment vous allez faire pour identifier ces Gabonais qui n'ont pas les papiers? Mais il y a des Gabonais qui vont se retrouver expulsés et chassés peut-être au Mali, au Burkina Faso. Et j'espère que dans cette opération, si je peux également m'infiltrer dans cette opération, me faire passer pour un Burkinabé, pour qu'on puisse m'expatrier, me jeter au Burkina Faso, eh bien ce serait tant mieux pour moi. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où on n'arrive pas à exalter le principe de la nationalité d'un État. Voilà des Gabonais dont on arrache les terres, des Gabonais dont on détruit le commerce, dont on détruit les abris, dont on empêche de tout obtenir. Et on dit qu'on est dans une certaine organisation du système étatique. Mais quel est ce genre d'organisation macabre? C'est quoi ce genre d'organisation? Voilà, les populations sont fixées sur un territoire 267 667 km². Et aujourd'hui, on vous dit que non seulement on vous attribue un titre foncier, à un titre onéreux, mais en plus, on vous met encore sous condition à travers une taxe foncière. Mais c'est pas croyable. Hein. Quels sont ce genre de mesures? C'est quoi ce genre de mesures fantaisistes? Mais on n'a pas voté Brice Oligui Nguema pour qu'il fasse souffrir les Gabonais. C'est pas croyable. Ce n'est pas croyable, Monsieur le Président. On ne vous a pas élu pour que vous cassez nos maisons, vous cassez nos unités productives, vous nous imposez des taxes, vous augmentez des taxes sur l'énergie, sur l'eau, alors qu'on n'a pas l'accès à l'eau potable, on n'a pas l'accès à l'énergie, mais on paye un service dont on n'a pas accès. Ça n'a pas de chance. Et le territoire également, qui est l'une des spécificités de notre gabonité, de notre gabonitude, vous nous faites payer maintenant notre espace territorial. Mais quel est ce genre de mesure? Et pourtant, vous êtes entouré de pseudo-brillants économistes dont on a vanté les mérites. Des économistes dont on a dit être capable de relancer la croissance économique. Mais où en sommes-nous? Vous voulez relancer la croissance économique en augmentant la misère des Gabonais? Et ça, c'est un budget provisionné 2026 qui va nous faire rentrer en plein dans la 5e République. Mais rien que dans la 4e République, c'est déjà comme ça. Et nous allons rentrer dans la 5e République avec non seulement un taux d'endettement excessif, mais avec, une fois de plus, une augmentation des charges auprès des populations, une détérioration de leur pouvoir d'achat, une dégradation de leur espérance de vie, de leur niveau de vie et de leur genre de vie. Et vous dites que vous êtes des économistes. Mais l'un des principes de l'économie, c'est la rationalité. Et c'est pourquoi on parle d'un économicus. Économicus, un consommateur rationnel. Un gouvernement sérieux ne peut pas se comporter comme vous vous comportez. Un véritable gouvernement sérieux qui devait rentrer dans une lettre de cadrage avec la vision du chef de l'État, qui consiste justement à redonner la dignité au peuple gabonais, ne peut pas se comporter avec désinvolture, comme avec arrogance, avec mépris, avec médisance comme vous êtes en train de faire. Ce n'est pas croyable. Ça, ce n'est pas être des dirigeants qui ont une certaine vision. Vous êtes loin d'être calqués dans la même vision qui est impulsée par Brice Oligui Nguema. Vous êtes des conspirateurs, vous êtes des déstabilisateurs et vous n'irez nulle part avec ce genre de pratique politique. Vous ne pouvez aller nulle part et vous êtes en train de détériorer, d'amenuire le capital social de Brice Oligui Nguema parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et vous savez pourquoi est-ce que, en le faisant, vous allez justifier ce qui se passera dans le futur. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à voir, n'arrivent pas à imaginer vos intentions, eh bien cela n'engage que. Si Brice Oligui Nguema n'est pas capable de voir au-delà de ses sens physiques, ce qui est en train de se préparer contre lui, eh bien c'est son problème. Celui qui est président de la République, chef de l'État, mais je vous le dis, on ne dirige pas contre sa population. Lorsque vous dirigez contre votre propre peuple, eh bien, c'est le meilleur moyen de votre propre déstabilisation. C'est le meilleur moyen de votre propre déstabilisation parce qu'on ne peut pas avoir récriminé Ali Bongo Ondimba d'avoir détruit le pouvoir d'achat des Gabonais, d'avoir amoindri leur capital social, d'avoir détruit leur espérance de vie et que, à peine vous avez pris le pouvoir, vous faites pire qu'Ali Bongo Ondimba. Et les gens arrivent à vous faire croire
que vous êtes en train de faire mieux qu'Ali, alors que c'est faux. Les indicateurs macroéconomiques sont là. Les indicateurs humains sont là. Ils se détériorent et ils se détériorent avec une certaine exponentialité, avec une accélération dangereuse. Et s'il n'y a pas de gens pour vous le dire, eh bien, moi, je me ferai ce devoir-là de continuer à vous le dire. Parce que je ne voudrais pas être complice de ce qui va vous arriver. Parce que vous le vouliez ou pas, la pierre retourne vers celui qui la roule. Retenez bien cette parole de l'évangile. La pierre retourne vers celui qui la roule. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Et il y a également une autre célèbre phrase d'Ésaïe qui pose la question de savoir si la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant, est-ce qu'elle lui sera enlevée? C'est une interrogation d'Ésaïe. Est-ce que la capture du puissant lui sera enlevée? Et il va même encore plus loin en disant que est-ce que le butin du tyran lui échappera? Je vous laisse méditer sur cette phrase d'Ésaïe. Est-ce que la capture du puissant vous sera enlevée? La capture du puissant vous sera enlevée. Est-ce que le butin du tyran vous échappera? Le butin du tyran. Les systèmes tyranniques. Les systèmes tyranniques. Et dans les systèmes tyranniques, je vous dis, ces systèmes terminent souvent très mal. Parce que les systèmes tyranniques sont des systèmes violents. Et ces systèmes violents-là font en sorte que les gens réfléchissent progressivement comment se débarquer, comment se débarrasser du tyran. Parce que les gens aspirent à un minimum de bien-être, un minimum de confort, un minimum de commodité. Mais dès lors que ce minimum de bien-être, de confort, de commodité se trouve embrigadé par un petit groupuscule, un minuscule de personnes qui ont embrigadé tout un système étatique et avec une impossibilité, une inopportunité justement du plus grand nombre de personnes d'avoir accès à des millions. Avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie fait partie des objectifs du développement durable. C'est pas possible qu'un pays comme le Gabon, les gens n'aient pas accès à l'eau potable. Avec autant de cours d'eau, c'est pas croyable, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Comment chez moi, la Souville, avec le Goué, avec tous ces enfants, vous arrivez à Fonceville avec l'Ampassa. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Au Yem, avec le Wele, avec le... Et les gens n'ont pas l'eau dans les robinets. C'est pas possible. Et au lieu d'imaginer, d'ouvrir justement l'exploitation de l'eau et de l'électricité à concurrence par les entreprises nationales où il y a des Gabonais qui ont de l'argent qui peuvent investir dans ce domaine. Non. On continue à garder le monopole de la SCG et on augmente les charges aux ménages. 9% pour, une fois de plus, satisfaire leurs appétits gourmands, alors que ces gens-là, ils le savent qu'ils ne peuvent même pas boire l'eau de la SCG. Parce que c'est une eau presque inconsommable. Mais nous buvons cette eau parce que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de moyens. Et je voyais quelqu'un qui se plaignait qu'on aurait dit que l'eau de la SCG serait remplie de je ne sais quel microbe ou quelle bactérie. Mais lorsque vous voyez cette eau-là, vous pensez que ça c'est une eau consommable. L'eau de la SCG, les caractéristiques de l'eau, c'est un cours de C1, CP2. L'eau doit être incolore, inodore et indolore. Mais regardez l'eau de la SCG. Tantôt elle est jaune, tantôt elle est rouge, tantôt elle est verte, tantôt elle est bleue. Mais c'est cette eau-là qu'on nous sert au robinet. Et comme on n'a pas de l'argent, mais c'est cette eau qu'on nous buvons. Mais qu'est-ce qui vous dit pas que c'est cette eau qui nous cause le colique? Ou bien que c'est cette eau qui nous cause justement des inflammations cutanées sur la peau et autres? Qu'est-ce qui vous le dit? Vous-même, vous savez très bien que ces nantis-là ne boivent pas l'eau de la SCG. Ils ne peuvent pas la boire. Même leurs chiens ne peuvent même pas boire cette eau-là. Et pourtant, c'est cette eau qui est bue par le plus grand nombre des compatriotes gabonais, les laissés pour compte sociaux, les marginaux, les exclus, la croissance économique. Et au lieu de vous arrêter là, vous augmentez encore les charges des ménages. 9% pour le budget 2026. N'importe quoi. Et ces gens-là se disent être des économistes. Ça, c'est les économistes, ça. Ça, c'est des économies de Pangos. Ça, c'est des économistes, des quartiers sous-intégrés, des quartiers mal famés, des pays les moins avancés de l'humanité qu'on appelle les PMA.
Les pays les moins avancés l'humanité, c'est eux qui conçoivent ce genre de torchon de loi des finances. Quelqu'un qui a un minimum en économie ne peut pas réfléchir aussi bêtement. Ça, c'est les bêtisiers de la République. C'est les gens qui veulent entraîner Brice-Cotto légitimement vers une véritable débâcle. C'est pas croyable, c'est pas imaginable. 9%, 9%. Je ne sais même pas si ces gens-là arrivent à calculer 9% dans le revenu d'un Gabonais. Et 9% là, ce n'est pas mensuel, parce que 9% dans toutes les opérations, toutes les fois que vous allez payer un ticket d'âne. Mais ce n'est pas croyable. Mais quelle super escroquerie. Ça, c'est le propre des capitalistes. Quand je vous parle du capitalisme sauvage et industriel, c'est cela, le capitalisme. L'exploitation abusive des populations. L'exploitation abusive des populations. C'est cela que je qualifie de mercantilisme. Ces gens-là, ils n'ont que l'argent. Ce sont les monétaristes. Sans l'argent, ils ne sont rien. Ils mettent l'argent au-dessus même des valeurs cardinales. Les valeurs de probité, les valeurs d'éthique, les valeurs de moralité. C'est pourquoi ces gens-là sont capables de vendre même leurs propres enfants, leurs familles, tuer les gens pour avoir de l'argent. Voilà comment ils se comportent. 9% d'électricité, plus encore la taxe sur le foncier. Et ils ne s'arrêtent même pas là. Ils demandent encore à l'État de ne plus subventionner les besoins essentiels tels que le carburant. Mais vous pensez que lorsque vous allez... Vraiment... Non, je n'ai jamais vu des médiocres économistes comme ça. C'est pas croyable. Vous êtes sûr que lorsque vous allez enlever la subvention de l'État sur le carburant, vous allez vous en sortir. Arriver à libéraliser la gestion du carburant en tenant compte du mécanisme de l'offre et la demande dans un marché monopolistique tel que le nôtre là. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir. Lorsque le carburant à la pompe va se retrouver à 800 francs, 1000 francs, 1200, et vous pensez que ce carburant, l'augmentation du carburant aura quel effet? L'augmentation du carburant va entraîner un déclenchement infernal de l'inflation généralisée dans tout notre pays et même sur l'ensemble du territoire. Puisque vous n'avez pas développé le réseau routier et vous pensez que lorsque le carburant va augmenter, mais tout va flamber. Tout va flamber. Les gens pour aller à Makoko, mais il faut remplir le carburant dans le bus, mais l'augmentation du carburant va entraîner des tensions sociales et les gens là vont se désenchanter. Brice-Cotto légitimement n'est même pas dans la 5e République. Vous allez entraîner maintenant une nouvelle opposition avec une nouvelle société civile qui va être de plus en plus intrépide à l'égard de Brice-Cotto légitimement. Même ceux-là qui autrefois avaient confiance à Brice-Cotto légitimement, en quoi ils vont encore reposer leur espérance? Puisque leur niveau de vie va se détériorer, leur pouvoir d'achat va s'amenuire et ces gens-là vont rentrer dans une pauvreté extrême. Et vous pensez que les gens là, dans cette pauvreté extrême-là, ils vont encore chanter vos louanges mortifères, ils vont encore chanter vos phrases là, ils vont encore dire oh, oh, oh. Mais vous faites bien d'augmenter la pauvreté des Gabonais. Et on verra comment ces gens-là vont continuer à vous soutenir. Eux-mêmes, les politiciens ont dit ventre affamé d'après les reins. Vous pensez que si même eux-mêmes, les nantis, qui ont de l'argent, arrivent à discuter les petits postes des députés, les maires, des sénateurs avec nous, c'est les moins que rien que nous là, qui allons nous en sortir dans ce système à haute intensité capitalistique avec un banquier à la tête d'une administration qui ne comprend rien des mécanismes économiques. Et à beau dire à ces gens-là qu'il ne faut pas faire des choix n'importe comment. Mais un banquier, c'est un monétariste. Mais un monétariste, mais vous pensez qu'un monétariste va faire quoi? Mais il va vous embrigader, il va vous emprisonner. Et ce banquier-là, il travaille en étroite collaboration avec les institutions de Bretton Woods, les institutions financières internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Code de Paris.
Et là, comme ils refusent de mettre en place les programmes d'ajustement structurel pour améliorer justement la gouvernance politique étatique de notre pays, pour arriver à une réduction drastique du train de vie de l'État, ils préfèrent répercuter justement les charges de notre système étatique sur les plus pauvres. C'est l'aspect le plus médiocre même des économistes les moins illuminés. C'est les économistes les plus bêtas qui se comportent comme ça. Au lieu d'aller prendre chez les riches pour pouvoir les redistribuer aux pauvres, eux, ils prennent davantage chez le pauvre pour enrichir encore le riche. Mais ça n'a pas de sens. Les gens sont déjà dans une situation d'indigence. Ils sont déjà dans une situation de misère, de pauvreté, de précarité. Mais lorsque vous allez là-bas pour aller prendre encore le peu qui leur reste, mais finalement, la restauration de la dignité de ce peuple, vous allez la faire comme? Vous allez restaurer la dignité du peuple là comme? Comment vous faites? C'est pas croyable. Est-ce que ça, on a besoin vraiment d'aller à l'université pour comprendre des mécanismes aussi simples? À savoir que c'est le revenu qui vous permet de consommer. Et votre revenu là vous permet de consommer en fonction également des prix. À partir des prix que vous avez un pouvoir d'achat. À partir de votre revenu, à partir de vos dépenses, vous pouvez avoir une épargne. Mais où les gens n'ont même pas d'épargne. Les Gabonais sont à l'image de l'État. Regardez l'État même, l'État gabonais, avec autant de dettes. Et vous pensez que c'est un agent public qui va avoir de l'argent pour épargner? Zéro. Les agents publics sont aussi pauvres que l'État. Cet État qui se fait passer pour un riche alors que c'est un État qui est pauvre. À l'heure actuelle, si on ne vous le dit pas, l'État gabonais est pauvre. C'est un État misérable. Un État qui n'a rien. Parce que ces autorités ne réfléchissent pas comment sortir justement de cet engrenage, de cette situation de précarité de l'État, cette situation de déstabilisation de l'État, cette situation de désinstitutionnalisation de l'État, cette situation de misère de l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus le citoyen qui est pauvre, c'est l'État qui est pauvre. Et c'est pourquoi ils font tout pour éviter l'État-providence, l'État paternaliste. Et cet État-là devient, au même titre que le citoyen, un État misérable. Et pendant ce temps, vous avez des citoyens de ce même système étatique, les auxiliaires de ce même État, qui vivent dans l'opulence, qui n'ont pas les mêmes difficultés, les mêmes soucis que l'État. J'en veux pour preuve les Marie-Madeleine Broncho, puis qui arrive à construire toute une université, alors que l'État n'arrive même pas à construire quelques bâtiments administratifs. Il n'est pas capable. Et il y a plein de citoyens comme ça, qui sont aussi riches que l'État. Mais là, on a des audios qui circulent là, où on nous dit qu'on aurait pris l'argent de Sylvia Bongo avec ses enfants. Mais cet argent est parti où? Que Sylvia Bongo nous dise qu'on l'aurait arraché cet argent. Ou bien c'est la manipulation. On le comprend. Ces milliards ont-elles dit avoir donné à on ne sait qui. Mais est-ce qu'on donne de l'argent aux gens sans avoir fait un procès équitable ou quoi? Bref. Mais ça là, ça m'importe peu de toutes les façons. Qu'ils aient pris l'argent de Sylvia Bongo de nourrir ou que sais-je, ça ne me regarde en rien, dès lors que j'ai été le premier à avertir Sylvia Bongo d'éviter sa gestion eschatologique des ressources financières et humaines de notre pays, parce que le lieu du Gabon est un lieu extrêmement nocif et dangereux. Et je lui avais dit, et je lui ai même dit d'éviter le troisième mandat d'Ali Bongo Ondimba, que c'était un mandat catastrophique, qu'Ali ne sera pas le prochain président pour le troisième mandat. Et j'avais tout indiqué que les militaires vont prendre le pouvoir et qu'ils allaient lui arracher son argent avec son fils. Voilà ce qui lui est arrivé. Voilà ce qui lui est arrivé, le salaire de l'entêtement. Alors que je l'avais avisé, pareil comme je l'avais dit à la cruche, d'arrêter de se comporter comme il s'est comporté, sans quoi il finira sa vie en prison. C'est ce qui lui est arrivé. C'est la même manière, je dis à Brice Côté, Oligui Nguema, de faire attention, de ne pas se comporter comme il se comporte là. Telle voie paraît juste, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît juste, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le faire qui aiguise le fait. Si tu marches avec les hommes sages, tu deviendras sage. Dites au chef d'État de ne pas marcher avec les hommes insensés. D'éviter de marcher avec des brigands, des gangsters, des voyous. Ces gens-là ne vont rien lui apporter, si ce n'est les problèmes. Monsieur le Président, marchez avec les hommes sages
marcher avec des activistes sages et intelligents. Ils vont vous apprendre la sagesse. Ils vont vous multiplier vos fibres intelligibles, vos capacités cognitives pour que vous puissiez arriver à améliorer, à perfectionner votre gouvernance politique. Mais si vous estimez que ceux-là qui sont capables de vous apporter et de réfléchir sont vos propres ennemis, eh bien, vos propres ennemis sont dans votre propre camp. Et ce n'est pas l'augmentation du ministère de la Défense, l'augmentation budgétaire du ministère de la Défense qui va vous mettre à l'abri. C'est faux. C'est de là-bas d'où viendra votre propre danger. Votre propre danger viendra de chez vous là-bas, les forces de défense et de sécurité. Votre danger ne viendra pas des populations. Les populations n'ont rien à voir avec toutes vos prévisions. Rien à voir. Le peuple vous a accordé sa totale adhésion. Sa totale adhésion. 95%. L'élection présidentielle. Un score russe. 95%. Et le peuple ne s'est pas arrêté là. Le peuple, pour vous montrer sa sincérité, son adhésion, vous a donné, encore donné une chambre nationale monocolore avec 109 députés, plus certainement un autre là ou deux là qui vont arriver là. Mais qu'est-ce que vous allez réclamer à cette population? Et vous leur rendez leur droit de vote à monnaie de singe. Vous commencez à les précariser, vous commencez à les maltraiter, vous commencez à les torturer, vous commencez à leur faire du tort, à leur faire du mal. Mais attention, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, monsieur le président. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Dites à vos gens d'arrêter cette méchanceté-là. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'être méchant. Il y a un Dieu régulateur de toutes choses. Le temps que vous voyez là, c'est le plus grand ennemi des hommes politiques. Le temps que vous voyez là. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun. Les gens sont en train de spéculer, mais ils ne savent pas ce qui va se passer. Moi, je sais ce qui va se passer au Cameroun. Moi, je sais ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que un fils d'Isaacar, un fils des prophètes, sait en avance les événements. Un fils d'Isaacar sait en avance les événements. C'est pas par hasard que j'avais prédit la chute de Ali Bongo Ondimba lors de son 3e mandat. Même sa maladie, je lui ai dit que attention, si tu insistes, voilà comment, tu vas tomber malade comme ça. Après, quand tu vas tomber malade, là, le 3e mandat, là, tu vas échouer. Les militaires vont prendre, ils vont prendre ta femme, ils vont mettre en prison. Ils vont prendre ton fils, ils vont mettre en prison. Toi, ils vont te mettre dans ton palais, tu seras seul là-bas. Et pourtant, toutes ces choses-là, je les ai dit devant vous, en votre présence, avec un téléphone. Personne ne m'a écouté. Mais Ali Bongo Ondimba allait à Riyad en Arabie Saoudite, c'est moi qui avais le micro que la cruche m'avait donné. Pour chanter ces éloges, c'est canter que c'est loin. Ce jour-là, 2 minutes seulement que j'avais le micro, on m'a donné 1 million. 1 million, on m'a donné ça. J'ai pris mon million, ils sont rentrés chez moi. Abo leur dit qu'attention, attention, attention, ils ne m'ont pas voulu m'écouter. Ils ont terminé leur vie. Là, le procès de Sylvia Bongo, là, on va encore remettre les cacas de plusieurs autres personnes. Mais le procès de Sylvia Bongo, ça c'est rien par rapport à votre propre procès. Parce que le procès de Sylvia aussi en France, là. Mais les gens qui sont cités en procès là-bas, mais ils ne vont plus jamais voyager. Parce que lorsque ceux qui ont pris l'argent de Sylvia avec Nourdine, lorsque vous auriez terminé avec le procès de Sylvia, et que le vrai procès de Sylvia va commencer en France, si vous avez pris Sylvia 300 milliards, ou 200 milliards, ou 50 milliards, ou 40 milliards, mais les dommages et intérêts qu'on va donner à Sylvia contre l'État gabonais, ça va dépasser vos 20 milliards, ou 30, ou 50, ou 80 milliards. Et ça, c'est la justice française. Vous serez contraint de payer. Ce n'est pas comme au Gabon, vous serez contraint de payer. Mais ce n'est pas en France, vous voyez là Nicolas Sarkozy en prison. Vous pensez qu'en France, là, si les gars là, arrivent à donner Sylvia raison, qu'elle était victime de torture, qu'elle était victime de traitements inhumains et dégradants, et que son argent a été récupéré à tort, sans un procès par devoir de voyer, et que l'État gabonais doit payer les dommages et intérêts de 180 milliards ou 200 milliards, vous ferez comment? Vous allez vous retrouver avec les problèmes. Vous aurez résolu quoi? Rien du tout.
Parce que quoi? Les gens sont friands d'argent. Ils ne savent pas que ce n'est pas l'argent de tout le monde comprend. Il y a l'argent maudit. Il y a l'argent maudit. L'argent avec la lèpre, comme l'argent de Nama, la lèpre de Nama. Il y a des gens aussi au Gabon, ils me donnent l'argent, je ne peux même pas prendre. Oh, tirer 100, oui, voilà 1 million de taxis ou 2 millions. J'ai dit non, mais si c'est bon, je préfère marcher. Parce que je connais des gens qui ont l'argent maudit dans ce pays-là. L'argent du sang, parce que ils ont du sang sur les mains. Leur argent est acheté du sang. Et 2026, je vous dis, va être une année difficile. C'est une année qui va mal commencer avec la 5e République de Brice Kotori Kikama. Et c'est dommage. Alors qu'on devait rentrer dans la 5e République avec les bonnes dispositions, avec les meilleurs agrégats, avec une croissance économique au rendez-vous, une croissance économique inclusive, avec une réduction du niveau de chômage, avec des investissements multiformes, des investissements dans le cadre du secteur primaire, avec l'agriculture, une agriculture extensive, à haute intensité capitalistique, pour lutter contre les déséquilibres alimentaires. Donc une agriculture pratiquement centrée sur les 9 chefs-lieux de province. Avec la spécialisation dans certains secteurs d'agriculture. Ensuite, on arrive au secteur secondaire, l'industrialisation, avec la recherche de la transformation de l'économie de notre pays. Sortir d'une économie de rente en une économie de production. On devrait aujourd'hui avoir les usines en matière de fabrication de la tomate, etc., etc., comme Opianga le fait là. Pourtant, Opianga vous montre l'exemple qu'il est possible de donner du travail aux Gabonais. Il est possible justement d'avoir des industries nationales. Mais suivez l'exemple d'Opianga. Mon Dieu, avec autant de richesses, Seigneur, l'or, l'argent, manganèse, l'uranium, le fer, le nickel, le bronze, le marbre, tout ça là, on n'arrive à rien faire. C'est pour augmenter la taxe sur le courant, c'est pour créer la taxe sur le foncier. Mon Dieu, avec un territoire qui est pratiquement abandonné à lui-même comme ça, avec des vastes champs, qu'est-ce qui manque au Gabon pour pouvoir se développer, les amis? Qu'est-ce qui manque au Gabon? Il est possible même de construire un Libreville 2 ailleurs, je ne sais pas, à Mekambo, à Tchotanzala, partout, c'est possible. Il est possible de localiser les universités comme Oma l'a fait, la construction de chaque université dans les chefs-lieux de province, avec de nouveaux contenus pédagogiques. De nouveaux contenus pédagogiques sur l'induction et l'industrialisation, le métier du bois, la pétrochimie et autres, le commerce et l'industrie. Gabon, ah mon Dieu Seigneur, pitié, pitié, mon Dieu. Pitié Seigneur, pitié des Gabonais, mon Dieu. Pitié des Gabonais. Un pays riche avec autant de malheureux, de misérables, avec autant de pauvres gens. C'est pas croyable. C'est pas croyable, mon Dieu. Non. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit quand Ibrahim Traoré a créé une usine de fabrication de tomates. Mais c'est normal. Nous, on n'arrive à rien faire. Avec une terre fertile, avec un climat aussi tempéré, la nature nous a gratifié. Oh mon Dieu, il n'y a pas un pays plus riche que le Gabon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays plus riche que le Gabon. Mais regarde leurs mesures. Aucune lutte contre la corruption avec ces gens. Aucune lutte contre la corruption. Aucune solution sur l'unicité des caisses de l'État. Il n'y a rien. Aucune solution sur la modernisation de notre système étatique. La modernisation de notre système étatique. La lutte contre la corruption. La lutte contre l'inflation. La lutte contre l'inflation. La lutte contre la gabegie financière. La lutte contre la concussion. La lutte contre le marché du gré à gré. La lutte contre le marché du gré à gré. Sur les passations de services. Il n'y a rien. L'amélioration des techniques de production. La modernisation du port. Le port de Véno. L'accélération du processus de modernisation du port de Mayumba. La modernisation de notre système de transport. Le permis de conduire.
tout ça là, il y a tellement d'argent qui traîne partout. Le commerce, l'industrie, l'immigration. Comment moderniser un autre système d'identification des migrants sur le territoire. La lutte contre l'immigration aux côtes, aux frontières, machin. Seigneur, on a tout pour renflouer les caisses de l'État. Ils ont tout, ils ne sont pas capables. La modernisation de la pêche. Il n'y a rien. Regarde la pêche. Avec tout ce qu'on a comme fond marin, près de 600 km de côte, de quoi, voilà. Tous les étrangers viennent s'enrichir au Gabon. Ils font la pêche, ils partent avec leur argent. Mais l'État n'est pas capable de moderniser le secteur de la pêche pour créer la richesse. La pisciculture. L'État n'est pas capable d'investir dans la pisciculture, l'aquaculture, alors que ces choses-là existaient même à l'époque de nos grands-parents. La culture du riz, elle se faisait là-bas à la Nyanga, elle se faisait dans le Guelolo, elle se faisait dans l'Angounier, la culture du riz. Du Vungi a fait le riz là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les amis? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et ils sont là, tu les vois là en conseil des ministres avec Brice Koto, Olivier Guéma. Je ne sais même pas quand ces gens-là racontent au chef de l'État toutes ces banalités, tous ces mensonges. Je ne sais pas comment le président fait pour croire à ces gens-là. C'est quel genre d'économiste le président va donner son entière confiance comme ça à des gens qui ne connaissent rien? Baro Chambrier, un expert en économie monétaire, sorti des écoles de Bretton Woods. Il a redressé combien d'États lorsqu'il gérait pratiquement près de 7 à 10 États quand il était au Fonds monétaire international. Vous avez entendu que ces gens-là ont eu des taux de croissance relevés, même à 4-5%. C'est le même que vous avez mis là pour vice-président du gouvernement. Mais regardez son gouvernement. Un gouvernement hétéroclite, disparate. Un gouvernement avec autant de feignants, de tocards qui ne sont même pas capables de réfléchir. Regardez le ministère de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, on est en train de récriminer la jeunesse parce qu'elle est oisive. Mais regardez la jeunesse et des Sports. Il n'y a pas le championnat de football. Mali Bongo Neba, il avait professionnalisé le championnat. Les joueurs étaient payés avec Ali Bongo Neba. Il y avait le championnat, les gens jouaient au football. Mais là, il n'y a rien. Le championnat, il n'y a pas. Le championnat est fermé. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Mais comment une jeunesse qui est oisive comme ça, elle va rester à faire quoi? Si ce n'est pour le Kobolo, rentrer dans la prostitution, faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi la jeunesse aujourd'hui est de plus en plus violente. Parce qu'elle veut s'exprimer. Mais ces jeunes violents-là, à l'époque d'Omar, mais on faisait la boxe. Moi j'ai boxé au Boxing Club Ali Bongo. J'ai fait le karaté, j'ai fait le judo, j'ai fait le handball, j'ai fait le basket, j'ai fait la course 1200 mètres, on a fait la vitesse, on a fait le tennis, on a fait la piscine. Mais regardez nos enfants, il n'y a plus rien de tout ça. On a fait la musique, on a même fait le théâtre. Il y avait le centre culturel américain où les Joda Cruz ont bel et bien appris leur anglais là-bas, le centre culturel américain. Voilà pourquoi Joda Cruz aujourd'hui c'est nas. Mais regardez même l'anglais de Baro Chambrier. Quelqu'un qui était à l'étranger, qui est un fils de nantis, qui a fait de bonnes études comme ça, et dans les pays du sol. Ça, c'est l'anglais de quelqu'un qui a... Non, mais c'est pas croyable. Non. Alors que Ali Bongo, non. Quand il te tapait son discours en anglais, là, même sans papier, ça coule comme ça. Piac. Quand il te fait son discours, même sans papier, tu dis oui. Ali qu'on a dit qu'il n'a pas les papiers. Oh, Ali Bissango. Mais vous pouvez parler l'anglais comme Ali le faisait là. Ali faisait la fierté quand il arrive aux Nations Unies ou bien ailleurs, il tape l'anglais comme ça. On est fier, on dit ah voilà un chef d'État gabonais. Vous ne voyez pas ce que le capitaine Traoré fait. Il tchatche l'anglais, quand il finit de tchatcher l'anglais, il tape l'italien, Regardez le Burkina Faso, un petit pays, regardez comment il est en train de construire son pays. Mais chez nous au Gabon, on est là que dans la manipulation. Les gens sont là, monsieur le président, il y a Thierry qui est en train de vous critiquer là-bas. Allez, ouais, parce que au Bissangou, il n'y a pas les papiers.
tous ces gens-là qui sont à côté du président, il n'y a pas les papiers, ils n'ont rien, du sang vert, il n'y en a pas, ils n'ont rien. Ils n'ont aucune vision, ils ne savent pas comment ils vont sortir le pays de la crise. Et la crise, on va rentrer de plein pied. Pourtant, je vous avais avisé, j'ai dit attention, 2026, là, il y a une crise qui arrive. Un ralentissement de l'activité économique qui va entraîner le pays dans la récession. Mais est-ce qu'ils savent même que la récession, c'est quoi? Ils savent que la crise économique, c'est quoi? Mais vous mettez un banquier qui ne comprend rien des mécanismes économiques, parce que quoi, il a fait ses études aux États-Unis, vous pensez que pour avoir géré son petit BGFI, c'est l'État gabonais. Mais on va voir comment vous allez vous en sortir. C'est bien fait pour vous. Vous allez souffrir davantage. Certains là vont aller au village. Hein. Vous allez rester au village. Hein? Monique, nous on va aller à Makoko là-bas. On va aller faire nos plantations. Hein, là? On va à Makoko, hein? Hein? Ces gens-là, ce n'est pas les économistes, ce sont les économistes des quartiers sous-intégrés, des quartiers mal famés. Hein? Ta grosse tête là sera remplie de l'intelligence comme ton père. Personne ne va te battre. Tu as compris? Tu vas battre tous les petits niakos, les enfants des riches là, qui n'ont pas le cerveau. Tu vas les battre. Hein? Tu as compris? Aucun enfant des riches ne doit te battre. Tu dois être plus intelligent que... Voilà. 9 ans, tu es déjà en 3e. Comme ça, tu seras le petit génie des génies. Pas les petits niakouins là. Ils n'ont pas les papiers, ils sont là en train d'embêter les gens, en train de faire souffrir la population. Parce que quoi, ils ne comprennent rien des mécanismes économiques. Ils ont mal fait leurs études. Voilà. On attend les résultats d'une tombe là. Hein? On attend les résultats d'une tombe pour voir si Tantine Camélia a gagné ou pas. Hein? Et puis les résultats de Moabi aussi. Pour voir si l'indépendant a battu Kalmi Hindou. Après on va faire la fête. Hein? On va ouvrir une autre bouteille de champagne. Ouais, Giengwa. Faut pas mettre la casquette des bâtisseurs là. Est-ce que toi tu es un bâtisseur? Tu es la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Tu vas mettre ça là pour faire quoi? Tu n'es pas bâtisseur. Ça c'est le thème de franc-maçon, bâtisseur, compagnon, machin. Ils n'ont même pas honte. Des partis sataniques, maçonniques comme ça là. Ils ont emmerdé les gens. Bon, mon frère Fabrice le cardinal, on est ensemble. Demain c'est un jour. Demain c'est lundi. Hein? Demain c'est lundi. Dis bonjour à Tantine Sylvie là-bas. Là. Hein? Dis bonjour à Tantine Sylvie. Tu dis honorable. Je n'ai pas le couchon, je n'ai pas le bois de lait. Ma boîte de lait c'est 4100 francs plus la mousseline. Donc 5600. Regarde. Il y a Tante Sylvie côté là-bas. Là. Que, voilà. Ta boîte de lait c'est 6000 francs. Et tu bois une boîte. Tu bois une boîte par jour. Ce gros mangeur là. Ce gros mangeur. Aïe. Aïe. Bon, alors on va attendre les résultats dans la maison. Bon. Il faut dire à ta tante là-bas. Voilà. Allez, on y va. Bon, les amis, bonne nuit à tous. Bonne nuit à l'honorable Sylvie Cotard. Et bonne chance à elle pour l'hôtel de ville. Pour le candidat, paraît-il. Mais s'il y avait un choix à faire entre Cotard et
Et les autres candidats là, eh bien, la candidature de côté, elle est vite passée. Et les autres là, n'ont rien. Il faut un maire de l'hôtel de ville qui soit totalement en osmose avec la vision du chef d'État. Un maire qui soit assez humaniste. Pas les capitalistes là qui ne vont détruire le capital social de Biscoto, parce que tout ce qui leur intéresse, c'est l'argent pour l'argent, manger pour... Ils n'arrivent à rien faire. Allez, bonne nuit à tous.